Madame, monsieur, bonsoir, merci d'être avec nous pour un nouveau numéro de questions d'actu qui s'intéresse bien évidemment à l'actualité qui domine le pays. Alors, 5e vendredi consécutif de contestation, le peuple est encore sorti par millions dans la rue et réclame toujours le respect de la Constitution, le refus de la feuille de route proposée par le président Abdelaziz Bouteflika et la non-prolongation du mandat présidentiel. Alors, une situation inédite qui plonge le pays dans une crise où tout le monde a sa propre vision. Alors, dans le cadre de ces débats, Question d'actu a le plaisir de recevoir Madame Louisa Delis Ait Hamadouche, vous êtes politologue. Merci d'être avec nous ce soir. Je vous en prie. Bonsoir. À vos côtés, Monsieur Lias Berchiche, vous êtes militant politique. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. Également avec nous, Monsieur Aïb Mabrouk du collectif Nabni. Merci d'être avec nous ce soir. Merci, bonsoir. Et à vos côtés, Monsieur Hicham Ahmed, vous êtes enseignant à HEC de Qlaha. Bonsoir. Alors, je commencerai avec vous, Louisa Delis Ait Hamadouche. Une situation inédite. Nous sommes bel et bien dans une crise où le dialogue est un impératif, mais encore faut-il l'amorcer. Alors, est-ce que nous sommes dans une crise? En fait, une crise ne peut pas durer 5 semaines comme on est en train de vivre. La crise, ce serait plutôt ce qui a déclenché la crise, ce serait plutôt l'annonce de la candidature du président à un 5e mandat qui a déclenché une série d'événements. Nous sommes aujourd'hui dans la gestion d'une crise. La gestion d'une crise est supposée, dans le meilleur des cas, à déboucher sur son contrôle, j'allais dire son containment, j'arrive pas à trouver le concept en français, sa prise de contrôle et ensuite trouver des solutions. Vous dites dialogue, oui, le dialogue peut être une solution, les compromis peuvent en être, les compromissions pour certains, et quand on est dans un domaine politique comme c'est le cas aujourd'hui, à la place du dialogue, on pourrait aussi parler de négociation qui renvoie en fait à un rapport de force qui apparaît aujourd'hui à travers les manifestations populaires. Et ne pensez-vous pas que, quelque part, que la feuille de route proposée par le président de la République est en quelque sorte, ou peut être lue ou appréciée comme des compromis? Écoutez, difficile de dire oui à votre question pour plusieurs raisons. En premier lieu, au niveau de l'opinion publique, il est évident que la feuille de route proposée par le président sortant n'a pas convaincu. Et je pense qu'il y a un certain nombre de raisons objectives qui expliquent qu'elle n'est pas convaincue. Parmi celles-ci, d'abord, il a fait une proposition qui est anticonstitutionnelle, puisqu'on ne peut pas proroger un mandat présidentiel sans une raison extrême, sans des raisons très précises désignées dans la Constitution. Deuxièmement, les solutions que le président sortant préconise, elles sont effectivement dans la forme attrayantes, sauf que l'emballage et le contenu sont très très différents, puisqu'il semble en fait que la façon dont les propositions ont été faites, la façon dont elles ont été encadrées, expliquées et mises sur une certaine feuille de route font que l'aboutissement de cette feuille de route ne peut être autre chose que la reproduction du système politique en place. Et vous disiez dans votre introduction que la population qui sortait réclamait un retour à la Constitution. Je dirais que l'application, par exemple, de l'article 107, qui serait un retour à la Constitution, est une revendication de certaines catégories. Ce n'est pas du tout une revendication consensuelle. Et je pense que si on devait résumer l'ensemble des revendications de la population, ce serait plutôt un changement profond, pour ne pas dire radical, un changement profond du système politique en place, pas seulement depuis 20 ans, mais depuis l'indépendance. Alors, Lias Berchiche, est-ce que, d'après vous, la feuille de route proposée par le chef de l'État est une proposition de changement profond? Je pense que c'est une proposition de changement, mais le changement, n'importe quel changement politique nécessite une adhésion de la population. Du moment où nous assistons à un cinquième rendez-vous de grandes manifestations pacifiques, on salue bien évidemment le caractère pacifique de ces manifestations, je pense que l'adhésion n'est pas là et qu'il faut encore davantage faire des concessions, bien entendu en respectant la Constitution en vigueur.
et en prenant des décisions encore plus sages. Nous avons applaudi la décision déjà qu'a pris le président de la République en exercice de se retirer et d'annuler la tenue des élections, car bien évidemment il n'y avait pas lieu, on ne pouvait pas organiser des élections dans ces conditions, mais nous appelons également le président à prendre à faire plus de concessions afin que la situation se résorbe. Exactement. Et d'un autre côté, vous avez parlé de dialogue, il est nécessaire aujourd'hui que les gens, que la rue comprennent que manifester est un droit, mais également dialoguer, réfléchir à trouver des solutions politiques aux problèmes que nous vivons est une obligation. Parce que la rue entraîne des menaces, des dangers. Madame, vous êtes politologue, vous connaissez aussi bien que moi les dangers, la situation très dangereuse, plutôt les risques majeurs qu'entraîne la situation géographique de notre pays, qui est au centre d'une région quand même très sensible au niveau sécuritaire. Il y a également le risque d'une bavure d'un agent de l'ordre, qui n'importe quel agent de l'ordre peut éventuellement, ou plutôt il y a un risque qu'il réagisse d'une manière disproportionnée aux manifestations. Il faut également, donc il faut plus que jamais revenir à la raison et revenir au dialogue, qui est l'arme la plus puissante que nous pouvons avoir aujourd'hui en tant que société civile, en tant que monde politique, en tant que société en général. Alors, je me tourne vers Haïb Mabrouk. Je rappelle que vous êtes représentant aujourd'hui du collectif Nabni, qui nous a habitués avec ses propositions, notamment de sortie de crise, mais crise économique, c'est un autre... pas uniquement économique. Et politique aussi. Mais aujourd'hui, on est dans une situation un peu inédite. Alors, comment la conçoit le collectif Nabni? Merci. Effectivement, donc Nabni essaie depuis déjà de nombreuses années, depuis 2011-2012, d'alerter le gouvernement, les pouvoirs publics par rapport aux risques, malheureusement. Donc, on est en train de vivre ce qu'on craignait le plus. On avait parlé déjà de 2012 de la réforme de la gouvernance publique, qui est à l'origine de toutes les difficultés qu'on connaît aujourd'hui. Mais pour revenir aux risques dont parlait le monsieur, risque de bavure, risque de dérapage, franchement, s'il y a risque, il ne viendra pas de la population. C'est-à-dire que les citoyens, les Algériens, jeunes, moins jeunes, ont démontré qu'ils étaient très matures, qu'ils étaient pacifiques. Et donc le risque vient certainement pas de la population. Il peut venir éventuellement de l'État, des organes de l'État, mais pas de la population. Ensuite, à ce propos, j'ai envie de dire qu'on constate une schizophrénie d'État, justement. D'un côté, on voit les services de sécurité qui gèrent de manière très intelligente, très pacifique, donc tout professionnel, et avec de la bienveillance. On le voit, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on marche là, on voit bien qu'il y a de la bienveillance, de l'intelligence. Les policiers ne sont pas armés, on n'a pas vu les gendarmes. Bref, de ce point de vue-là, on voit que l'État est à l'écoute, a bien compris, en train d'accompagner le mouvement. Et d'un autre côté, on a... c'est pour ça que je parle de schizophrénie. On a un comportement, une posture, une attitude qui est au contraire, on a l'impression qu'elle est dans la provocation, parfois dans la condescendance. Et ça, c'est inquiétant, effectivement. Si on revient au risque, c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut aller les chercher. C'est-à-dire quand, par exemple, on nous annonce qu'il va y avoir un gouvernement jeune, de technocrates, de gens compétents, intègres, etc. Et puis après,
on nomme Bedoui Premier ministre. Moi, j'ai rien contre Bedoui. Hein, d'ailleurs, je pense qu'il avait une très bonne... c'est-à-dire que les gens qui le connaissent, qui ont travaillé avec lui, disaient que c'était un monsieur qui était très professionnel, etc. Donc, bon, je ne le connais pas personnellement, mais c'est juste pour dire que ce n'est pas de la personne qu'on parle, mais c'est l'image. C'est-à-dire, on ne nomme pas Premier ministre, l'ancien ministre de l'Intérieur qui a géré les élections que tout le monde considère comme truquées, etc., qui est aussi le ministre de la police, etc. Et donc, c'est pas l'image qu'on aurait attendue. Vous considérez que c'était un signal de la part de l'État dans un sens où il n'y aura pas de concession? Ben, en tout cas, on n'a pas un signal positif, clairement. On ne peut pas dire qu'en nommant M. Bedoui à la tête du gouvernement, on rassure les gens quant à la volonté du pouvoir, enfin des dirigeants du pays, d'aller dans le sens des attentes de la population. Voilà. Après, pour revenir sur, sur votre question par rapport à Nabni, donc depuis déjà 2012, on appelait à la réforme de la gouvernance publique en demandant plus de transparence, de la redevabilité des personnes qui gèrent la chose publique, d'avoir une justice indépendante, parce que même si la Constitution prévoit que la justice est indépendante, de facto, quand on nomme les principaux, les personnes qui sont à la tête des autorités judiciaires par le président de la République, donc forcément l'indépendance elle est très mais quelle est aujourd'hui la position de Nabni, pour être très précis? Quelle est la position de Nabni? La position de Nabni par rapport à quelle question, pour que je puisse répondre de manière précise? Par rapport à la feuille de route que propose le président. Non, on a fait un communiqué juste après la sortie de la feuille de route, c'est-à-dire qu'elle est déjà anticonstitutionnelle. Premièrement, donc déjà, elle n'est pas acceptable. Ensuite, elle ne répond pas aux attentes des citoyens qui se sont exprimés dans la rue. Donc, on a été très clair là-dessus. Et nous sommes donc, nous-mêmes, en tant que citoyens, avant tout, totalement solidaires. Voilà. Alors, pardon, je passe la parole à Hicham Baba Ahmed, toujours autour de cette question. D'abord, la feuille de route, et on passera tout à l'heure aux propositions. En termes de feuille de route, je pense que la population s'est exprimée massivement et d'un point de vue pacifique, qu'elle est apparemment contre la feuille de route. Maintenant, moi, en tant qu'universitaire, quand on fait des analyses d'une situation, on doit essayer de trouver des solutions. Et l'une des solutions, c'est le dialogue, c'est de parler, de proposer des solutions au niveau de l'université à très petite échelle. Qu'est-ce qu'on fait? On a proposé aux étudiants de jouer genre comme Startup Challenge, de créer dans chaque domaine, de créer une sorte de réflexion autour des points stratégiques qu'ils proposent. Et la chose qu'on remarque, c'est que les étudiants, contrairement à ce qu'on croit, sont très réceptifs. Ils écoutent, ils proposent, ils sont très réalistes, ils savent qu'ils ont un rôle à jouer. Et ça, je pense que c'est bénéfique, c'est des points très bénéfiques. Donc la génération qui est montante, c'est vrai qu'ils ne sont pas impliqués directement en politique, mais on a quand même une impression qu'ils sont très attentifs à leur futur. Et ils veulent contribuer par tous les moyens, donc intellectuels et intelligents, pour pouvoir arriver à une solution stratégiquement vivable pour le pays, pour le bien du pays. Acceptable pour tout le monde. Alors, Louise Adélie Saïd Hamadouche, peut-on parler aujourd'hui, face à cette situation, est-ce qu'on peut parler de rupture? Parce qu'on parle de crise de confiance entre gouvernants et gouvernés, mais là, ça atteint une ampleur quand même assez inquiétante. Nazim, la définition première de la crise, c'est que c'est une rupture. Nous n'avons pas de crise si nous n'avons pas une rupture dans le système dans lequel cette crise se produit. Il y a manifestement une crise qui... Mais
En fait, la complexité de la situation que nous vivons aujourd'hui vient du fait que cette rupture se situe à plusieurs niveaux. Mebrouk parlait du problème de gouvernance. Il y a manifestement, nous sommes arrivés, je crois, en 2019, aux limites que le système de gouvernance mis en place, et je dis bien pas depuis 20 ans, ça remonte à bien plus loin que cela. Aujourd'hui, nous vivons le résultat d'une accumulation de très très longue date. La différence avec, enfin, ce qui a fait que cette crise a explosé aujourd'hui et pas il y a 5 ans ou pas il y a 10 ans, c'est que ces 5 dernières années, les voyants qui étaient orange sont devenus rouges. C'est que la corruption a augmenté de façon ostentatoire, la clientélisation est devenue la règle générale pour tous. Tout ce qui faisait, toutes les pratiques qui étaient considérées comme immorales sont devenues acceptables aux yeux d'un trop grand nombre de personnes. L'image que le pays commençait à renvoyer à l'étranger était devenue une image inacceptable pour l'Algérien lambda. Il y a quelque chose qui m'interpelle. L'Algérie a vécu depuis 1962 de façon plus ou moins claire au nom de la légitimité révolutionnaire. Est-il logique qu'un peuple qui est né d'une révolution et qui a vécu 60 ans au nom de la légitimité révolutionnaire puisse accepter aussi longtemps, ou en tout cas puisse accepter plus longtemps que cela, que son pays devienne la risée du monde? Un peuple qui est né dans la Révolution, qui a bâti son État au nom d'un mythe fondateur qui est la Révolution, je pense qu'il ne pouvait aller que dans une situation de rupture, et la Révolution est aussi une forme de rupture. Nous sommes donc clairement dans une rupture politique. Nous sommes dans une rupture morale, parce que la déliquescence des institutions, le problème de la justice, le problème de la corruption, la marginalisation qui s'est fait dans la honte de toutes les potentialités que l'Algérie regroupe, au point que la harga soit devenue le rêve de beaucoup d'Algériens. Tout cela fait que nous étions dans une situation de tension morale qui a abouti à la rupture que nous connaissons aujourd'hui. Dans le domaine économique, je ne vais pas en parler, mes amis sont là pour en parler de façon plus claire, mais pour l'Algérien lambda, avoir recours au financement non conventionnel après avoir vécu dans l'opulence ostentatoire est quelque chose aussi de moralement inacceptable. Le résultat, donc, c'est un résultat très logique. Nous aboutissons à la fin d'un processus. Maintenant, cette rupture doit déboucher, il y a la crise et il y a l'après-crise. L'après-crise, une gestion intelligente de la crise doit aboutir à une situation complètement nouvelle. Est-ce que cela sous-entend que la rupture, peut-être que concept politique, peut nous renvoyer vers une sorte d'optimisme sur une situation où ce n'est pas irréversible? Dans la philosophie chinoise, la crise a deux significations, danger et opportunité. Elle est porteuse de danger parce que tous les mécanismes... Elle a un côté positif. Exactement. Elle est porteuse de danger parce que toutes les normes sur lesquelles nous vivons, les règles sur lesquelles nous régissons, etc., sont en situation de non-applicabilité. Donc c'est le danger, c'est pas le risque sécuritaire dont vous parlez. Hein. Et c'est en même temps une opportunité, parce que la crise, c'est un peu comme un malade qui s'ignore. Un malade qui est une personne, un individu, qui a une maladie, mais qui l'ignore, et un jour, les symptômes apparaissent. Donc c'est une opportunité pour guérir. Encore faut-il s'en donner les moyens. Parce que la crise, si elle n'est pas gérée de façon rationnelle et de façon intelligente, peut déboucher sur quelque chose de bien pire que la crise elle-même. Alors, il y a cette question du non-respect de la Constitution. Alors, certains estiment qu'il s'agit là d'un concept qu'il faut en aucun cas donc, piétiner. Et de l'autre, certains parlent d'une situation un peu exceptionnelle qui peut nous pousser à peut-être au non-respect, entre guillemets, de cette Constitution. Depuis l'avènement du multipartisme,
Nous avons eu la Constitution de 1989, puis révision 96, puis révision en 2002, puis en 2008, puis en 2016. La constitution d'un État est censée être l'esprit de cet État. Ce n'est pas un texte qu'il ne faut absolument pas toucher ou respecter de façon sacralisée. C'est censé être l'esprit. Il me semble, et je ne suis pas juriste, mais ni constitutionnaliste, mais il me semble qu'une constitution à laquelle on a touché au fondement, la constitution de 96 stipulait que les mandats du président étaient limités à 2. Pourquoi? Parce que cette constitution avait comme philosophie la nécessité d'une alternance au pouvoir. Lorsqu'une constitution décide que finalement l'alternance au pouvoir n'est pas un principe philosophique important et fondateur, nous avons déjà changé l'esprit de sa constitution. Il y a tout un tas d'éléments qui font que lorsque le pouvoir politique lui-même s'inscrit en faux vis-à-vis de la Constitution, il devient vain d'en appeler au respect de sa Constitution. Pour évoquer le dernier fait en date, c'est la prorogation du mandat présidentiel qui est anticonstitutionnelle. Donc par la suite, évoquer la nécessité de retour à la Constitution à travers l'article 102 et donc la nécessité, donc la vacance du pouvoir et élection présidentielle à très court terme, c'est une solution juridique à un problème politique. Et là, comme en économie, on risque au lieu de solutionner un problème, on risque de le rendre encore plus compliqué à résoudre. Compliqué. Alors, je reste sur cette question de la Constitution, Lies Berchiche, et je vous donne la parole. Écoutez, pour moi, d'abord, pour répondre à monsieur le représentant du collectif Nabni, donc il y a un petit peu de contradiction, c'est-à-dire d'un côté vous parlez de schizophrénie, moi je suis loin d'être schizophrène, mon objectif c'est que je ne parlais pas de vous, hein. Je parlais de l'État. De l'État, y compris... Sauf si vous pensez que vous êtes l'État, mais là, je parlais que de l'État. Y compris l'État, moi je parle de moi-même, mon seul objectif en tant que citoyen algérien c'est de ne pas voir le sang encore couler en Algérie pour la démocratie. Dans toute révolution dans le monde, il y a un process, c'est-à-dire on commence par un désintérêt à la politique, ensuite par une abstention, ce que nous avons connu en 2017, c'est passé comme ça, mais il y avait une très forte abstention pendant les élections des municipales et législatives de 2017. Ensuite, vers les agitations des corporations, on a vu ce qui s'est passé avec les médecins, et avec d'autres corporations, le corps enseignant, le corps universitaire, etc. Arriver à des manifestations aussi importantes, jamais connues, c'est-à-dire des manifestations à caractère politique, de nature pacifique et à caractère politique, et non pas, on a l'habitude en Algérie, à chaque fois qu'on voit des manifestations, qu'on voit des... c'est pour des revendications sociales. Oui. C'est vrai qu'il y a un fond de colère, qu'il y a un fond de revendications sociales, etc. Mais c'est inédit de voir par la suite, il y a une suite logique à ces événements. Soit on passe directement à la dernière étape qui est le dialogue, soit on passe par une étape intermédiaire qui est la violence. Donc l'objectif est d'éviter la violence, et pour éviter la violence, il faut trouver des solutions très rapidement. Madame, vous me parlez de la Constitution. Ne pas respecter la Constitution en vigueur fait preuve d'aventurisme. L'aventurisme nous mène vers le populisme nous mène vers nulle part en fait. Donc il faut que la Constitution en vigueur soit respectée, que le pouvoir politique prenne des décisions et fasse des concessions, que la rue comprenne, que la société comprenne que la rue n'est pas une solution à long terme, et que l'on puisse enfin se mettre à dialoguer jusqu'à organiser des élections. Et comment vous voyez une solution par exemple ? À travers le respect de la Constitution. À travers le respect de la Constitution. Écoutez, pour moi, la solution n'est pas de réviser la Constitution ou d'avoir une nouvelle Constitution ou de parler, de dialoguer sur les choix économiques que doit prendre le pays. Pour moi, l'objectif à court terme, c'est d'arriver à réviser le code électoral, 2, installer une commission nationale, non pas de surveillance, mais d'organisation des élections, jusqu'à ce qu'on passe
vers des élections présidentielles libres et indépendantes, et c'est au prochain président de la République, mandaté par le peuple par suffrage populaire, de changer le système comme il le souhaite, en fait, selon ce qu'a voulu le peuple. Donc pour moi, le choix est clair. Et encore, je tiens à préciser qu'il y a nécessité de dissocier les institutions de l'État du pouvoir politique. Les institutions, c'est les institutions du peuple algérien. C'est nos institutions à nous. C'est vrai que la notion de système est très mal définie. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le système? Le système est en fait, le système est connu comme un mode d'organisation de l'État, mais aux yeux de nos concitoyens, du citoyen lambda, le système, ce sont des personnes. Ça aurait été très facile si le système se résumait à 20, 50, 100 ou 500 personnes. Le système, c'est des pratiques politiques, c'est des valeurs qui se sont entachées avec le temps. Et le système, ce n'est pas les institutions de l'État. Le départ des institutions de l'État, c'est la faillite de l'État. Donc c'est pour cela qu'il faut pérenniser, travailler à protéger les institutions de l'État, tout en changeant notre système politique de gouvernance, etc., pour la suite assainir nos institutions. Voilà. Alors, Mbrouk Laïb, parmi les propositions que vous faites au sein de Nebni, peut-être c'est en cours de réflexion, mais qu'est-ce que vous proposez comme solution? D'accord. Oui, je vais vous répondre à cette question. Je voudrais juste quand même répondre allez-y, c'est un débat. Sans vouloir polémiquer, parce que c'est vraiment pas le sujet. C'est un débat. Les risques de dérapage et la sécurité de l'État. Ça devient pénible pour le citoyen. Ça devient vraiment pénible parce que c'est un discours qui n'est pas crédible. C'est-à-dire que si les personnes qui sont au pouvoir ne veulent pas que ça dérape, il n'y a aucune raison que ça dérape. Après, je vais aller plus loin. Des slogans très violents dans il y a quelques manipulations. Extrêmement minoritaires. Un seul dérapage peut mener vers l'inconnu. On a connu ça en 2001. L'inconnu, c'est la triste réalité, c'est que l'inconnu, c'est le système, le système est terminé. Je vais y revenir. Mais en tout cas, c'est les dirigeants politiques, voilà, pour faire simple. C'est les dirigeants politiques qui, depuis Bouteflika, bien avant Bouteflika, je peux remonter, bon, je ne suis pas né, mais quand on écoute nos anciens, et puis on a lu évidemment, dès l'indépendance, confisquée, la dérive a commencé, elle s'est accélérée. C'est subjectif, comme on dit. C'est subjectif, ce n'est que mon avis, mais c'est aussi l'avis d'un très très grand nombre de citoyens. Tant mieux. Ce que je voudrais vous dire, ce que vous dites qu'il n'y a pas de schizophrénie ou là. C'est intéressant d'écouter donc votre collègue, Monsieur Chihab Siddiq, qui est une voix autorisée au sein du RND. Je ne suis pas mandaté de parler au nom du parti. Je ne vous demande pas de parler au sein du RND, mais vous avez vos positions. Vous êtes un homme de principe. Je ne suis pas un repenti. Très bien. Voilà. Donc, ce monsieur qui représente le pouvoir politique, puisque RND est membre de l'Alliance présidentielle, qui nous apprend que le pays était géré par des forces non constitutionnelles ou anticonstitutionnelles. Et c'est intéressant parce que on arrivait à l'extrême, mais dans le passé, on a souvent entendu les dirigeants politiques qui sont au pouvoir parler comme s'ils étaient dans l'opposition. Et là, on est arrivé à l'extrême, le pays était géré par des forces... Vous devez quand même faire l'actualité de vos informations parce qu'il y a eu un communiqué qui a un petit peu démenti la chose. Il y a effectivement beaucoup de communiqués. C'est la position de M. Chihab Siddiq qui n'est pas présent parmi nous aujourd'hui. Non, mais c'est la position du parti. J'imagine que c'est la position... C'était la position du parti. Mais c'est pas grave. Si c'est pas la position du parti, tant mieux. De toute manière, leur position ne m'intéresse pas tellement au stade actuel. Vous développez une idée. Pour revenir à votre question, donc en termes de propositions, ce qu'on est en train d'essayer de faire aujourd'hui, c'est bien sûr un peu comme tout le monde, tous les membres de la société civile, c'est d'essayer d'être à l'écoute des citoyens et d'essayer d'organiser des débats citoyens. Nous avons lancé donc cette semaine, en fait la semaine dernière, une série de papiers qu'on va produire, qu'on appelait les chantiers de la refondation, qui vont se focaliser sur la transition, donc forcément avec des mesures d'urgence.
essayer de réfléchir à quels pourraient être les moyens de la société civile, des citoyens, pour s'assurer que justement il n'y ait pas de dérive et que tout se passe bien. Et je vais aller plus loin que vous, quand vous parliez de préserver les institutions. Personnellement, Nabni aussi, on croit très fortement à l'importance de préserver les institutions. Et personnellement, j'irai encore plus loin, c'est aussi préserver, protéger les cadres de l'État. Parce qu'il y a beaucoup de cadres qui sont intègres, compétents et qui risquent de payer, alors que c'est des gens qui sont... la vindicte populaire. Exactement, et ça effectivement serait extrêmement dommageable. Mais en ce qui concerne donc ces chantiers de la refondation, on a proposé un certain nombre d'axes qui sont ouverts au débat et qui concernent d'abord les libertés individuelles et collectives, les contre-pouvoirs qui peuvent justement provenir des libertés en question, en particulier des libertés collectives, avoir des syndicats qui soient libres, avoir le droit aux associations, etc., des partis politiques qui soient libres et qui puissent faire un travail normal de reconquête de la confiance des citoyens et qui puissent contrôler les actions de l'État. Transparence de l'État, on a sorti d'ailleurs un premier papier sur la transparence des finances publiques, parce que là il y a urgence. On sait qu'on va avoir affaire à une crise financière majeure et ça c'est vraiment inquiétant, même si aujourd'hui le débat est essentiellement politique, mais il ne faut pas oublier que la problématique économique et financière est aussi extrêmement inquiétante. La question de la justice, donc faire en sorte que la justice soit indépendante et équitable, et enfin, last but not least, c'est la question... Parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y ait des élections, d'accord, pour que le peuple choisisse ses représentants. Comment faire pour que ces élections soient libres, transparentes et qu'il n'y ait pas de fraude. Et on est en train de proposer un certain nombre de pistes et on discute avec les citoyens, on organise des débats avec les citoyens et ils font leurs propositions. Vous voulez demander la parole? En fait, c'est pour en revenir à la problématique de la violence qui pourrait survenir et de la peur que survienne ce risque. L'Algérie est passée par deux grandes légitimités. Légitimité révolutionnaire jusqu'en 90, on va dire, 89-90. Ensuite, à la faveur ou à la défaveur de ce qui s'est passé dans les années 90, le système politique s'est régénéré et a produit la légitimité sécuritaire. Cette capacité de passer d'une légitimité révolutionnaire à la légitimité sécuritaire, c'est ce qui a donné au système politique algérien sa pérennité et sa résilience. Je crois que cette légitimité sécuritaire était encore crédible ou faisait encore sens jusqu'à assez récemment. À mon sens, elle ne fait plus tellement sens, malgré le contexte régional qui est tendu. Malgré les exemples de la Syrie, de l'Irak, du Yémen et d'autres encore, malgré même l'exemple de l'Égypte qui n'est pas très loin, qui est assez proche du système politique algérien. Vous parliez de la pérennité des institutions qui est très importante. Jusqu'à ce que l'Algérie fasse une véritable transition démocratique, à travers laquelle se dissocient réellement les institutions du pouvoir politique. Nous serons toujours dans une espèce de jumelage non déclaré, non écrit, non reconnu entre pouvoir politique et institutions. Je pense que pour préserver les institutions politiques, au moment où le pouvoir politique chancelle, ne serait-il pas opportun de réfléchir à une nouvelle source de légitimité? La légitimité sécuritaire a fait, il me semble, a fait son temps. Elle a permis à l'Algérie de passer un cap. Et ce cap, elle l'a passé. Mais ne faut-il pas peut-être faire la distinction entre le risque et la légitimité? Le fait de parler encore de risque sécuritaire, le fait d'évoquer l'exemple de la Syrie, le fait d'évoquer l'exemple de la Libye qui s'est effondrée à la suite de manifestations populaires qui étaient pacifiques à l'origine, montre qu'il y a une volonté au sein des gouvernants de continuer à jouer sur cette légitimité. Il me semble que ce pari de continuer à jouer sur la légitimité sécuritaire vient du fait que
le régime politique actuel, je pèse mes mots, je dis régime et je dis système, le régime politique actuel a du mal à accepter la nécessité de passer à une nouvelle légitimité. Or, la façon dont les manifestations se déroulent depuis un mois, le fait qu'elles soient pacifiques et que ce caractère pacifique ait été reconnu par les gouvernants eux-mêmes, par le président de la République lui-même, fait que le recours à cette légitimité sécuritaire, c'est-à-dire continuer de dire que, attention, il y a risque de dérapage, il y a risque d'effondrement, il y a risque de contagion par rapport à la Libye voisine ou par rapport au Mali voisin, est en contradiction avec ce même discours. Mais est-ce que vous considérez qu'il n'y a pas de risque du tout? Il pourrait y avoir un risque si ce risque est provoqué. Ah. Vous savez parfaitement que très souvent, les rumeurs, encore elles, ont évoqué la possibilité, je ne sais pas, la définition d'une rumeur, c'est qu'on ne sait pas d'où elle provient, que l'état d'exception pouvait être annoncé, que l'état d'urgence, avant, qui est censé précéder l'état d'exception, pouvait être annoncé. Ce sont, il me semble, des instruments utilisés pour précisément faire peur. Le jour où le président de la République sortant a annoncé sa feuille de route, toute la journée, les gens avaient vécu sous la possibilité qu'une annonce soit faite et cette annonce devait être l'état d'exception. Donc une partie de la population a vécu avec cette idée et lorsque la feuille de route a été proposée, finalement un grand nombre de gens a poussé un souffle de soulagement. Finalement, nous avons une feuille de route politique et nous n'allons pas dans un état d'exception. Donc faire peur, donc la légitimité sécuritaire a servi pendant un moment. Je doute qu'elle puisse servir. Et je pense que la pérennité des institutions de la République, en attendant que la dissociation totale se fasse entre le pouvoir politique et les institutions politiques, passe par la prise de conscience par le pouvoir politique que la légitimité sécuritaire a fait son temps et qu'il faut passer sérieusement à une autre légitimité, celle des urnes. Je pense, si je peux répondre rapidement pour donner la parole. Si je peux répondre rapidement, je pense qu'on a déjà trop donné de temps à ce sujet et je suis impressionné car c'est drôle de voir la sous-estimation des risques par les élites de notre pays. Nos téléspectateurs avant le début de cette émission regardaient le JT. Et chaque jour dans le JT, on voit des tonnes de munitions, d'armes, etc. qui sont arrêtées aux frontières, aux 700 km, dans une ligne de 700 km de frontière avec la Libye. Dans un état en faillite en ce moment. C'est-à-dire si ces armes entrent en Algérie, c'est pas pour partir ailleurs, c'est pour être utilisées. C'est-à-dire vous suggérez que ces armes vont aller aux manifestants qui Non, pas du tout. Ces armes pourraient être utilisées par un groupe de terroristes ou d'un groupe d'extrémistes pour... Et donc qu'est-ce que ça a à voir avec les manifestants? C'est-à-dire que tout rassemblement qui perdure dans un laps de temps aussi important, représente une menace réelle. Et vous mettez une bombe dans un marché ou le métro ou là, et vous avez un résultat catastrophique. Qu'est-ce que ça a à voir avec le mouvement? Pas du tout, monsieur, parce que il faudrait qu'il y ait un plan sérieux de préservation de notre sécurité, donc pour cela, il faut éviter ce genre de choses. Surtout que quand on voit que toutes nos forces de sécurité sont mobilisées pour ces manifestations pendant des mois. Donc maintenant, soit on choisit la rue et on commence à faire le folklore pendant des années, soit on accompagne la rue à s'organiser et à inscrire cette dynamique, bien évidemment, en faveur des défis auxquels fait face l'Algérie, à savoir le défi économique. Donc la rue doit s'organiser en think tank, en collectif comme le collectif Nebni, en parti politique, en mouvement, et je tiens à dire que la rue n'est pas homogène. Les Algériens sont différents dans leur vision des choses. Ils ne sont peut-être pas différents pour le changement, parce que les Algériens, dans la diversité de leurs conditions sociales et dans la diversité de leur opinion politique, sont aujourd'hui d'accord pour qu'il y ait un changement profond de leur régime politique. Mais ceci dit, il ne faut pas négliger le risque qui existe
sur la scène. Merci. Alors, Hicham Ahmed, parmi les questions récurrentes qui reviennent ces derniers jours, elles tournent autour de cette impossibilité de dégager des représentants au sein de ce qu'on a appelé Hirak. Oui, alors effectivement, juste pour revenir sur le mot système, moi je fais de l'écoute sur les réseaux sociaux. Et je parle en mon nom, je ne parle pas au nom du Hirak. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé d'écouter du 22 jusqu'à aujourd'hui la définition du système, c'est-à-dire en fonction des personnes et en fonction de l'âge, en fonction d'une petite écoute sur terrain. Au début, c'est vrai que ce n'était pas très clair pour tout le monde. C'était système, il y avait une certaine confusion. Mais plus on avance, on remarque que beaucoup ciblent les personnes, pas des personnes, ciblent les personnes qui sont en relation avec la corruption, avec le mépris, le discours qui est souvent, quand vous partez dans une administration, un citoyen n'est pas bien considéré, alors que par ces mêmes personnes, peut-être il est mieux considéré quand il y a le vote. Donc on a une certaine vision, c'est-à-dire les personnes commencent à avoir une certaine vision, ils ciblent. Donc, à aucun moment on ne voit qu'ils ciblent toutes les institutions ou toutes, du moins ce que j'ai vu. Moi, je parle en mon nom, c'est-à-dire ils parlent uniquement des personnes, c'est-à-dire même dans l'expression Yuruhuga, c'est-à-dire on entend à l'intérieur des personnes, des personnes qui ont sali l'image, et je rejoins madame sur le fait qu'une population comme l'Algérie, qui a fait des révolutions historiques, etc., donc c'est insupportable comme image, mais aussi au niveau de la qualité de vie, donc ça se répercute, alors que la jeunesse, même si elle ne voyage pas, grâce à Internet, nous arrivons à voir comment fonctionne le système de gouvernance dans plusieurs pays dans le monde, et donc on est dans la digitalisation, on gère un ministère presque par un ERP, par des logiciels, et mais là, j'aimerais revenir un peu sur votre enquête. Donc, à la fois, on identifie le système comme étant, si vous voulez, un groupe de personnes, peut-être qui sont liées de près ou de loin à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais si on pousse un peu loin à travers les réseaux sociaux, parce que tout se passe dans les réseaux sociaux notamment, est identifié au système tous les gens qui soutiennent peut-être la feuille de route du président de la République. Et qui ne sont pas forcément au sein des institutions. Oui, alors concernant ce modèle, j'invite à chaque fois que j'interviens dans un amphi ou même ailleurs, à sortir du système binaire. Il n'y a pas que le 0 ou le 1, même en informatique, on va sortir du système binaire. Et ne pensez-vous pas que peut-être la question est là, c'est si on conçoit la chose d'une manière binaire? Oui, alors c'est à la fois pragmatique, mais c'est bien de s'ouvrir sur les nuances. Alors, si on veut rester dans le binaire, alors soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous, on risque de... C'est le cas aujourd'hui. Ouais, mais on risque de créer une confusion au niveau de l'État. C'est ça, il y a des cadres de l'État qui sont, qui grâce à eux, l'Algérie fonctionne, c'est clair, c'est des gens honnêtes et tout, donc on n'a pas intérêt à les mettre dans le même sac que les personnes qui étaient dans la corruption, qui étaient, donc c'est par rapport à ça qu'on a intérêt à cibler, c'est une thérapie ciblée, c'est pour ne pas justement toucher
toucher à la santé comme un ministère de la santé, comme un ministère des finances. On peut pas du jour au lendemain. Je doute fort qu'on peut voilà, en claquant les doigts, changer tous les fonctionnaires. Et c'est pas le but. Je pense pas que c'est le but, parce que encore une fois, ça reste mon avis, mais c'est une crise qui est due à un problème d'écoute, parce que quand il y a mépris, il n'y a pas écoute. Et c'est ça le problème quand il y a mépris, on construit un mur, donc c'est moi qui décide et vous allez suivre ce que je suis en train de dire, et on trouve même la bureaucratie qui découle de ce genre de propos. Et la jeunesse est en train de voir l'évolution des autres pays. Je ne cite pas un pays précisément, donc on est dans le clic en temps réel, et quand il sort dehors, il attend peut-être 20-30 jours, peut-être même plus, pour la même opération. Et donc on a un problème de fréquence de temps. Donc par rapport à ça, on doit agir pour la bonne qualité de gouvernance, c'est-à-dire parce que le but, même si on écoute un peu tout le monde, on voit qu'ils ont le même but. Ils veulent le développement du pays. Et ça, c'est extraordinaire. Même si on... Donc si vous on voulez parle... dire qu'à la base, c'est aussi un problème économique. Ah oui, c'est parce que quand on parle, par exemple, à des élus sur le problème du SMIC, ça m'amuse quand quelqu'un me dit que le SMIC on peut vivre avec le SMIC. Moi, j'invite en tout cas les élus qui défendent le SMIC à justement vivre avec le SMIC, qui n'ont qu'à voter une loi pour s'octroyer un salaire qui est aligné sur le SMIC. Et à partir de ce moment-là, on peut discuter sur la faisabilité ou non. C'est un point parmi les centaines de points qui dérangent un petit peu. Alors, sur Haïb Mbrouk, y a-t-il un moyen aujourd'hui, notamment sur le plan de la communication, pour sortir de cette conception binaire ? Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait véritablement cette conception binaire. Autant c'est un cri de colère, et je suis parfaitement d'accord avec ce que disait donc, le docteur Wahab Ahmed sur le problème du mépris des élites politiques vis-à-vis du peuple. C'est-à-dire qu'on voit encore que on pense qu'ils ne sont pas capables de comprendre la situation. Par contre, maintenant, on leur parle un petit peu. Il y a dans un passé récent, on leur parlait pas du tout. Donc, c'est une réaction, je pense. C'est une réaction. Bon, ça reste mon avis personnel, hein, encore une fois. C'est pas je ne suis pas un représentant du Hirak, loin de là. Je parle en mon nom. C'est une réaction parce que c'est le ras-le-bol, c'est la colère. Après, quand on discute avec les manifestants, avec les citoyens, et c'est ce que fait Nabni, au contraire, il y a beaucoup de nuances dans les propos. C'est-à-dire que quand on est en colère et qu'on gueule la manifestation, oui, on dit Nahaouga, mais ensuite, quand on s'assoit, on se pose et on commence à discuter, les gens sont... La plupart, en tout cas, vous diront que ça doit se faire de manière graduelle, que c'est des gens qui ont bénéficié, ou qui étaient corrompus, ou qui ont corrompu, ou qui ont bénéficié du système corrompu, qui doivent partir, mais que ce n'est pas tout le monde. Et après, effectivement, il y a des avis qui divergent. Il y a effectivement, très probablement, des gens qui sont plus extrêmes dans cette logique-là. Mais je pense que l'immense majorité, en tout cas, c'est ce que moi, personnellement, dans les différentes rencontres qu'on a organisées au sein de Nabni avec les citoyens, c'est qu'au contraire, il y a une maturité, il y a une intelligence, et on sait que ça ne peut pas être binaire, ça n'a absolument pas de sens. Allez-y. Par rapport à cette logique binaire, effectivement, je crois que se présenter la situation actuelle comme une logique binaire, c'est
implicitement et de facto privilégier le statu quo en disant il y a eux, il y a nous, il n'y a pas de dialogue possible, il n'y a pas de compromis possible et donc la solution viendra, c'est même pas des compromis, de compromission que l'une des deux parties devra faire vis-à-vis de l'autre. Je suis complètement d'accord avec vous, je ne crois pas que la situation se pose de cette façon-là. La traduction politique d'une sortie de cette vision binaire, c'est la transition pactée. On ne va pas inventer l'eau chaude. La transition pactée, c'est une transition qui permet de passer d'un système, un système autoritaire à un système démocratique à travers une période de transition durant laquelle les gouvernants et les opposants se mettent d'accord sur un pacte. Ils géreront de façon collégiale, j'allais dire, la situation politique, mais cette gestion devra aboutir définitivement et obligatoirement au retrait progressif des gouvernants. Le deal, il est là. C'est-à-dire que ce changement politique sera effectivement, comme la population le demande, un changement radical, un changement profond. Donc éviter toute auto-reproduction du régime politique tel qu'on l'a connu depuis 1962, mais que ce changement ne se fera ni dans le sang, ni dans la mise à mal des institutions, ni dans des règlements de compte, ni dans des tasfiyat hisabat. Quelles sont les garanties justement? La garantie, c'est quoi? La garantie, c'est comme un contrat. Bon, il y a des économistes ici qui seront mieux placés pour moi m'en parler, mais sur le plan politique, c'est un contrat. Nous sommes face à une situation difficile. Pour en sortir, nous devons nous mettre d'accord sur la finalité. Si moi je suis au pouvoir, je vois que la rue ne veut absolument plus de moi, comme c'est la situation aujourd'hui, je décide de partir, mais ce départ se fera de façon progressive, de façon à ce que mon départ ne soit pas synonyme de lynchage, ne soit pas synonyme de règlement de compte, comme il s'est passé en Pologne ou en Roumanie par exemple. En échange, donc, il y a un départ progressif, négocié, pacté des gouvernants en place. Donc ce caractère progressif, sa contrepartie, c'est que le départ se fera effectivement de façon définitive. La garantie, c'est que les deux parties ont intérêt à ce que ça réussisse. Les gouvernants ont intérêt à ce que ça réussisse de façon à ce qu'il n'y ait pas de débordement qui demande des règlements de compte, qui demande une justice transitionnelle, qui demande que les responsables de la corruption, par exemple, soient traduits devant les tribunaux. En échange, les contestataires obtiennent ce qu'ils veulent, c'est-à-dire un changement profond et radical du système politique. Mais si d'un côté la démocratie est gouvernée par l'urne, oui. Pourquoi on parle de départ comme ça? Mais selon quelle pensez-vous que nous aurions abouti à ce type de manifestation si les urnes avaient joué leur rôle? Le président lui-même, donc on ne peut pas faire mieux, a reconnu qu'aucune élection n'avait été transparente. Donc effectivement, si les élections avaient été transparentes, jamais les Algériens auraient eu besoin de sortir dans la rue pour réclamer le départ des gouvernants. Ça semble évident. Allez-y, Elias Berchiche, ça sera pratiquement la fin. Je pense que c'est très contradictoire parce que l'enjeu essentiel est de se soumettre à la volonté du peuple et le peuple ne s'exprime que par les urnes. Donc maintenant, l'objectif commun des gouvernés et des gouvernants actuels, bien sûr, est d'instaurer une véritable démocratie basée sur le choix du peuple et sur les décisions du peuple. Maintenant, vous me parlez d'un dialogue ou d'un compromis. D'un côté, on a des gouvernants, d'un côté, on a la rue, on a 40 millions d'Algériens. Enfin, je ne sais pas combien. On a des millions d'Algériens. Yes, la crise de confiance, elle existe. Oui, mais il y a un problème de représentativité également. C'est-à-dire comment le pouvoir va négocier avec la rue. Par quel moyen? C'est-à-dire il y a un problème de représentativité qui se pose. Qui peut se substituer à la rue? Personne. La seule personne qui puisse
représenter le peuple algérien, c'est le président élu démocratiquement. Donc l'enjeu est de tout faire pour arriver à organiser des élections libres et transparentes dans les délais les plus compréhensibles, je l'espère. Je peux dire un mot très rapidement sur ce sujet-là, parce qu'on a écouté beaucoup justement les citoyens lors des débats qu'on a organisés. Oui, très rapidement. Et une des exigences, c'est de dire on ne négocie pas avec le pouvoir en place parce qu'on ne fait plus confiance, et on ne nommera pas de représentants tant que ce pouvoir reste en place, parce que si on met des représentants, ils vont subir des pressions, ils vont être corrompus, etc. etc. Donc ça, c'est un peu la logique. C'est-à-dire, c'est pas qu'on ne négociera pas du tout, mais c'est qu'on négociera. Enfin, les manifestants veulent négocier à leurs conditions et non pas aux conditions qu'on leur impose. Allez, pour vous dire dans les débats qu'on a. Et donc le sujet, l'enjeu, pardon, pour finir là-dessus, un des enjeux importants va être comment faire en sorte que les citoyens et la société civile puissent s'assurer que les élections seront honnêtes et transparentes. Il faut que les citoyens s'organisent, que la société civile s'organise, que l'État permette aux citoyens de s'organiser pour pouvoir contrôler les élections. Et ça, c'est un sujet qui intéresse Nabni en particulier. Merci, Monsieur Aïb Mabrouk. Je rappelle que vous êtes représentant du collectif Nabni. Merci à vous également, Dr Hicham Bab Ahmed. Je rappelle que vous êtes économiste et également enseignant à HEC de Qléa. Merci à vous également, Monsieur Lies Berchiche. Vous êtes militant politique. Et merci à vous également, docteur Louisa Driss Saïd Hamadouche. Vous êtes politologue et enseignante à l'Université d'Alger. Merci de nous avoir suivis, madame, monsieur, en espérant vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau débat de questions d'actu. Je vous dis au revoir et bonne soirée.